Voilà, voilà. Bonjour. Alors, je me présente, je m'appelle Charlotte Cornille, je suis zoologiste de formation et je travaille au Giga Neurosciences dans l'unité de neuroendocrinologie et comme vous l'avez compris, on va parler d'hormones, de cerveau et de sexe. Euh, Avant de commencer mon exposé, je vais d'abord commencer par vous interroger pour savoir un petit peu ce que vous savez et quelles sont les idées reçues ou les idées que vous vous faites sur mon sujet, le sujet de mes études. Alors, je vais passer au cas tout de suite, si ça s'y veut bien. Voilà. Donc, pour moi, les différences les plus importantes entre hommes et femmes sont les différences physiques et morphologiques, les différences intellectuelles et cognitives, les différences physiologiques. Et il n'y a pas de différence biologique entre les sexes. Très bien. Euh, vous êtes, ce dont on va parler aujourd'hui, vous êtes grosso modo pas d'accord. Donc en fait, moi je vais vous parler des différences qu'il y a dans le cerveau. Et donc d'après ce que j'entends, enfin de ce que je lis, il n'y a pas de différence dans le cerveau. Essentiellement, ce que vous considérez comme étant les différences biologiques les plus importantes, ce sont celles que vous voyez. Vous n'avez pas tout à fait tort, on va en parler, mais vous n'avez pas non plus tout à fait raison. Vous allez voir. Alors la deuxième chose dont on va parler, ce sont les hormones. Et donc, on va parler de comportement. Les différences comportementales entre hommes et femmes proviennent de choix individuels, de différences d'éducation, de culture, de différences génétiques, de différences hormonales. Ça va? Bon, en fait, à peu près toutes les réponses sont bonnes, sauf la première. Euh, il y a très peu de choix, en tout cas, je pense qu'il y a très peu de choix individuels là-dedans. Maintenant, clairement, il y a des différences génétiques, on va en parler. Il y a des différences hormonales également, et on ne peut évidemment pas exclure qu'il y a des différences d'éducation et de culture. Vous allez voir. Hop, 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 hop. Non, non, ah, on y reviendra après. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais on va y revenir. Ok. Non, ne répondez pas, ne répondez pas, ça sert à rien. Bien. Alors, les différences sexuelles. Donc vous aviez raison, il y a effectivement des différences morphologiques. Hein, vous les connaissez, ces différences de taille. Les hommes sont en général plus grands que les femmes, en moyenne. Ça, c'est important. D'ailleurs, j'oublie ma définition. Une différence sexuelle est une caractéristique qui diffère en moyenne entre les mâles et les femelles d'une même espèce. Ça veut dire que, en moyenne, les hommes sont plus grands que les femmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes plus grandes que les hommes et d'hommes et d'hommes plus petits que la moyenne des femmes. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Et ça, c'est super important par rapport au message que vous allez retenir de ceci. C'est pas parce qu'on dit qu'il y a une différence au niveau de votre cerveau, une différence entre hommes et femmes, que toutes les femmes sont moins bonnes que les hommes ou que toutes les femmes sont meilleures que les hommes, d'accord? Ça, vous sortez pas d'ici en retenant ça. Alors, il y a évidemment les caractères sexuels primaires et secondaires, les organes génitaux, la pilosité faciale, la poitrine chez la femme. Il y a des différences également au niveau de la structure du cerveau. Donc, on va voir, il y a des différences de régions, des régions qui ont des tailles différentes, des régions qui sont connectées différemment. Il y a aussi des tâches cognitives. Vous voyez ici un test classique de ce qu'on appelle la rotation en trois dimensions, où vous avez une espèce de Tetris en trois dimensions et vous devez voir, devez reconnaître quelles sont parmi ces formes celles qui ressemblent, qui sont exactement similaires à celles-ci. Et puis enfin, il y a des différences au niveau des pathologies
du cerveau, il y a une susceptibilité différente chez les hommes et chez les femmes pour différentes maladies. Par exemple, vous voyez qu'il y a une plus grande prépondérance d'autisme et de maladies de Parkinson chez les hommes par rapport aux femmes. À l'inverse, la dépression est plus prépondérante chez les femmes. Alors, qu'en est-il au niveau du comportement? J'ai pris 2 exemples qui sont là pour stimuler votre curiosité. Eh bien, on a des différences, par exemple, au niveau des types de dessins d'enfants. Alors, vous voyez ici, à gauche, vous avez des dessins qui sont des dessins faits par des petits garçons, donc 6-7 ans. À droite, vous voyez des dessins qui sont faits par des petites filles du même âge. Ils sont dans la même classe. Et vous voyez qu'il y a des choses extrêmement différentes. Vous voyez des choix de couleurs différentes, plutôt foncés pour les garçons, plutôt de couleurs chatoyantes, grande variété de couleurs pour les filles. Les filles s'intéressent à des personnages et elles sont avec les personnages dans le dessin. Vous voyez, ils sont au même niveau. Les garçons, ils vont une vie par hélicoptère. Ils surplombent la région. Et vous voyez, on dessine des objets mobiles, des trains, des voitures, etc. C'est très différent. Il y a aussi des jeux enfantins qui sont différents. Les garçons ont tendance à avoir des jeux qui sont plus agressifs. On fait de la bagarre. On joue avec des jeux qui sont très caractéristiques. Les filles jouent avec plutôt des jouets, des Barbies, des poupées, etc. Mais elles jouent aussi avec des jouets de garçons, et ça, vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, on va passer de nouveau à la question à laquelle vous avez déjà répondu. Donc, à mon avis, ces différences proviennent-elles de différences génétiques, hormonales, d'éducation, culture et société? On y a déjà en fait un peu répondu. Je vais voir si je vais pouvoir gérer ça. Moi, je ne parle pas ici des différences. Donc, jusqu'à présent, la première question, on avait parlé des différences en général, les différences entre sexes. Ici, ma question, c'est les différences de comportement. Est-ce que je vais pouvoir revenir en arrière? Je ne sais pas comment je vais faire ça. On va le rejouer et ça va être un peu... On va perdre du temps. Je suis désolée. À moins que... vous y avez déjà répondu, en fait. Pas tous. Écoutez, pour gagner du temps, parce qu'honnêtement, sinon c'est bête, on va devoir tous se réinscrire, etc. Du coup, je vais partir de ça. Je suis vraiment désolée, j'ai mal manipulé l'engin. Et donc, votre réponse est des différences hormonales. Et bon, vous avez grosso modo bien senti ce qui va suivre. Et donc, on va continuer directement. Je vous promets, je ferai mieux la prochaine fois. Alors, ce que je vous ai montré juste avant, les jeux enfantins, ça devrait stimuler votre curiosité et vous dire, ouais, mais attendez, ça c'est de l'éducation. Ça dépend des jouets qu'on donne aux enfants. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Regardez cependant. Ici, c'est une étude qu'on a réalisée chez des petits-enfants du même âge. Et on leur a donné le choix pour des jouets masculins ou des jouets féminins. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé, on a quantifié le temps qu'ils passent à jouer avec des jouets considérés comme typiquement masculins ou typiquement féminins. Donc, des fusils, des poupées, par exemple. Vous regardez, les garçons montrent quelque chose, un profil extrêmement marqué. Ils passent le plus clair de leur temps à jouer avec des jouets masculins, alors qu'ils passent extrêmement peu de temps à jouer avec des jouets féminins. Quand vous regardez les petites filles, c'est beaucoup plus balancé. Elles passent plus de temps à jouer avec des jouets féminins en moyenne, mais ce n'est pas statistiquement significatif. Et vous voyez que grosso modo, on a l'impression qu'elles sont plus flexibles. C'est peut-être l'éducation. De façon intéressante, si vous donnez ce même type de jouet à des petits singes, pour qui évidemment ces jouets n'ont absolument aucune signification dans la nature, un petit singe va rarement rencontrer ça dans la nature et dans son environnement naturel, eh bien, si vous faites la même expérience, avec les mêmes jouets, eh bien, regardez ce que vous observez. Je ne vais pas vous redécrire la DIA, c'est exactement la même chose. Alors, on peut discuter par après comment on peut interpréter ça, mais c'est quand même tout de même assez intéressant de voir que les petits singes mâles vont s'intéresser à des jouets qui sont justement ceux que les petits humains préfèrent. D'accord? Donc, l'environnement social, d'accord, mais pas que. Alors, la différenciation sexuelle, ça fonctionne comment? Alors, au départ, eh bien oui, il y a des gènes. Donc, il y a effectivement bien des différences génétiques. Et vous avez ici les chromosomes sexuels, vous connaissez l'X et le petit Y. Alors, ce sexe génétique, il va influencer le sexe gonadique. Et on va le voir tout de suite, il va influencer le développement des gonades. Et ce sexe gonadique, il va résulter en des profils hormonaux qui vont être différents entre les deux sexes. Oups.
Et il va donc déterminer ce qu'on appelle le sexe phénotypique, c'est-à-dire les différences morphologiques, les différences physiologiques, les différences comportementales. Alors, on naît avec des chromosomes qui sont différents si on a un garçon ou si on a une fille. Vous le savez, les garçons sont XY, les filles sont XX, et je me rends compte que ce n'est pas sur la dia, je ne sais pas pourquoi mes dia avancent tout seul. Sur le X, sur le Y, il y a un gène qu'on appelle SRY, qui est un gène qui va déterminer le développement des testicules. Et donc en fait, pendant notre développement, on est tous pourvus d'une gonade présomptive, d'un bourgeon de gonade, qui peut partir dans une direction ou dans une autre. Et ce qui va déterminer la direction dans laquelle il va partir, c'est si ce gène produit le facteur de détermination, de différenciation du testicule, qui est présent sur le Y. Autrement dit, si vous avez 2X, eh bien vous ne pouvez pas développer un testicule et vous allez, par défaut, développer des ovaires. Alors, ces hormones, ces gonades vont sécréter des hormones, et ces hormones sont différentes. Par ailleurs, pendant le développement de notre système génital, seul le système masculin est actif. L'ovaire est inactif, il ne produit rien. D'accord? Et le testicule va produire 2 hormones, essentiellement. La testostérone, vous la connaissez, et cette hormone qu'on appelle l'AMH, qui est l'hormone antimullérienne. Alors, ça sert à quoi? En fait, quand on est en train de se développer, on a 2 séries de canaux, qui sont les canaux de Muller et les canaux de Wolff, qui sont des canaux qui vont donner le système génital interne, mâle ou femelle. Et donc en fait, on a une panoplie qui peut partir dans les 2 sens. On a les canaux mâles et les canaux femelles. Donc on a des organes accessoires doubles. Vous les voyez ici, le système en développement. Vous avez la gonade qui peut partir dans un sens ou dans un autre. Et vous avez les 2 séries de canaux qui vont donner soit les trompes de Fallope, l'utérus chez la femelle, soit les canaux déférents, et les vésicules séminales, prostates, etc., chez le mâle. D'accord? Ce qui va déterminer, de nouveau, la direction que le système va prendre, c'est les hormones qui sont sécrétées. Si vous êtes un mâle, vous sécrétez de la testostérone, et cette testostérone va maintenir les canaux de Wolff. Les canaux de Wolff, ce sont les canaux du système mâle. D'accord? Vous allez aussi sécréter de l'AMH, l'hormone antimullérienne. L'hormone antimullérienne, elle est anti-canaux de Muller, elle favorise la régression des canaux de Muller. Ça va? Donc vous maintenez le système masculin et vous éliminez le système féminin. D'accord? Si vous êtes une femme, eh bien, vous n'êtes exposé à rien. Et j'aime pas parler comme ça, mais vous êtes le système par défaut. Et donc, il n'y a pas d'hormones, et le système sait, ok, il est temps, il est l'heure, j'ai pas reçu d'hormones, alors je régresse le système mâle, le canot de Wolff, et je maintiens les canaux de Muller. D'accord? Désolée, ouais. La même chose est vraie pour le développement des organes génitaux externes. Alors, au départ, on part avec un système qui est bipotentiel, il peut partir dans un sens ou dans l'autre. Vous avez le tubercule génital qui donnera soit le pénis, soit le clitoris, et vous avez les plis urogénitaux qui vont soit fusionner pour donner le scrotum chez le mâle, ou soit qui vont se développer pour donner les lèvres externes chez la femelle. Et ce qu'il donnera l'un ou l'autre dépendra de l'exposition aux hormones. Si vous êtes exposé à de la testostérone, eh bien, il y aura fusion des plis génitaux pour former le scrotum et développer le pénis. Si vous êtes une femme, pas d'hormones, et le système se développera avec un clitoris et des lèvres. D'accord? Ok, bon, on était là pour parler du cerveau. Comment ça se passe au niveau du cerveau, au niveau du comportement? Alors là, c'était de nouveau à vous de jouer. Les différences comportementales sont influencées par les hormones, ça on le sait, durant la vie fœtale et le début de la vie, à la puberté, à l'âge adulte, jamais ces différences sont des différences qui sont apprises.
Ah, bien, c'est intéressant. Alors, vous n'avez pas tout à fait tort, vous n'avez pas tout à fait raison non plus. En fait, euh, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il y a probablement un peu d'apprentissage, mais on pense sincèrement que la plupart des effets ont lieu très très tôt durant la vie, pendant la gestation et pendant les premières semaines, les premiers mois de vie. Euh, il se passe quelque chose aussi à la puberté et je vais vous expliquer tout de suite ce qui se passe. Alors, en fait, les hormones, elles agissent pendant toute notre vie, mais elles agissent différemment en fonction du moment que l'on considère. Alors, on va distinguer deux grandes périodes et deux grands types d'effets. Vous voyez ici, ce qu'on appelle l'organisation, c'est ce qui se passe durant le développement. Pendant cette période, une exposition à des hormones va avoir un effet permanent, avoir un effet organisateur sur le système. C'est-à-dire que cet effet, il va perdurer même quand l'hormone n'est plus présente. Plus tard dans la vie, et dès la puberté, les hormones qui sont présentes vont activer les circuits qui ont été organisés. Et donc, là, par contre, l'hormone, la présence de l'hormone détermine la présence du comportement, la présence d'une caractéristique morphologique, la présence d'un effet physiologique. Mais si on retire l'hormone, on perd la réponse. Si on la rend, on récupère la réponse. Et chez l'humain, ce sont des choses qu'on ne peut pas nécessairement tester, ce sont des choses que l'on connaît, ça arrive. Malheureusement, les castrations accidentelles ou pour des raisons cliniques. Mais chez l'animal, on peut très facilement tester ça. Si on castre l'animal, on va perdre la réponse. Par exemple, si on considère le comportement reproducteur, on perd le comportement reproducteur. Si on rend l'hormone, on récupère le comportement. D'accord? Donc, on va parler de ce qui se passe au niveau de la période d'organisation. Et juste pour ceux qui avaient, en fait, la grande majorité qui considérait que ces effets avaient lieu à la puberté, vous n'avez pas tout à fait tort parce qu'il y a des données récentes chez l'animal qui montrent maintenant que la puberté serait une deuxième période d'organisation. D'accord? Mais les effets qu'on connaît le mieux et qui semblent les plus importants, les plus critiques, ce sont ceux qui se passent pendant la première période de vie. Chez le rongeur, on parle de la période périnatale, qui est à cheval sur la fin de la gestation et le début de la vie. Et c'est probablement très largement le cas aussi chez l'humain. Et donc c'est ce qu'on appelle une période sensible, pendant laquelle le système est particulièrement sensible aux hormones. Et on sait, ce sont les expériences qui sont représentées ici, on sait que si on gonadectomie, c'est-à-dire si on castre un mâle, un jeune mâle, pendant la fin de la gestation, ce qui est très difficile à faire, si on le fait pendant les premiers jours de vie, cet animal à l'âge adulte montrera un comportement complètement différent d'un mâle normal. C'est-à-dire que ce mâle n'adoptera pas le mâle typique, c'est-à-dire monter la femelle pour intromettre, mais par contre, ce mâle montrera la posture classique. Ici, on est chez l'animal. Ce ne sont pas des expériences qui ont été faites chez l'humain, bien entendu, pour des raisons évidentes. Chez la femelle, les mâles adoptent du coup, ces mâles castrés en premier jour de vie, adoptent une position qui est classique du comportement typiquement femelle. À l'inverse, si vous traitez des mâles avec des femelles nouveau-nées avec de la testostérone, eh bien ces femelles sont incapables de montrer la posture classique des femelles, cette posture de lordo, cette posture de réceptivité, mais par contre, elles adopteront le comportement mâle typique, elles montreront d'autres femelles. D'accord? Et donc on sait que ce que je viens de vous décrire pour le développement des organes génitaux internes et externes, c'est-à-dire que les mâles sont exposés à la testostérone et les femelles pas, et c'est ce qui va déterminer la différenciation sexuelle des organes génitaux internes et externes, eh bien c'est largement similaire pour le cerveau. D'accord? Donc le cerveau des mâles est exposé à la testostérone, les femelles pas, et ça va avoir un impact sur l'organisation de leur cerveau. Ça va avoir un impact aussi au niveau physiologique, quelque chose qu'on voit moins mais que tout le monde connaît. Les femelles sont capables d'ovuler, les mâles pas. Logique, les mâles n'ont pas d'ovaires. Mais ces réponses sont contrôlées par le cerveau, et on peut mesurer ces réponses qui induisent l'ovulation dans le cerveau des femelles et pas des mâles. Eh bien, si on castre un jeune mâle le jour de la naissance, à l'âge adulte, on peut induire cette réponse cérébrale qui induit
l'ovulation. Ils sont incapables d'ovuler, ils ont des testicules, mais au moins on peut voir que leur cerveau a été reprogrammé pour pouvoir induire une ovulation s'il y avait un ovaire. À l'inverse, les femelles traitées avec la testostérone sont incapables de monter cette réponse. D'accord? Alors, juste pour vous faire réfléchir un petit peu, cette exposition hormonale au niveau du cerveau, comment ça marche? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, je vais vous interroger à nouveau. L'exposition hormonale durant le développement affecte la naissance de nouveaux neurones, les connexions entre des régions cérébrales, l'activité de certains gènes dans le cerveau, l'identité de certaines cellules dans le cerveau. Ah, c'est plus mitigé. Vous avez raison. Toutes les réponses étaient bonnes. Alors, je vais juste vous donner quelques exemples pour illustrer. Alors voilà pour illustrer ce que vous avez très très bien découvert. C'est qu'en fait, l'exposition aux hormones pendant le développement peut avoir un impact sur le nombre de cellules, en changeant la naissance des cellules, mais en changeant éventuellement la proportion de ces nouveaux neurones qui vont mourir, qui vont survivre. Ça va avoir des impacts aussi sur la différenciation des cellules. Est-ce que cette cellule neuronale, cette cellule nerveuse, est-ce qu'elle va devenir un neurone? Est-ce qu'elle va devenir une cellule gliale? Est-ce qu'elle va exprimer un certain neurotransmetteur ou est-ce qu'elle va en exprimer un autre? Donc, on va pouvoir modifier l'identité, la fonction d'une cellule. Et est-ce que ces cellules, elles sont connectées de la même façon? Est-ce qu'elles sont connectées de la même façon chez les mâles et chez les femelles en fonction de leur exposition hormonale? Alors, il y a aussi des effets épigénétiques. On ne va pas rentrer dans le détail, ça ce serait un petit peu compliqué. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Ici, ce que vous avez, c'est une des différences qui a été le plus étudiée dans le cerveau des rongeurs. C'est une différence, alors c'est l'étude originale, donc là, graphiquement, c'est pas très joli, mais ce que vous voyez ici, vous avez une coupe dans un cerveau de mâle, de femelle, et une femelle traitée à la testostérone le premier jour de vie. Et ce que vous voyez ici, tous ces petits points noirs, ce sont en fait des cellules, c'est un marquage histologique qui vous permet de mettre en évidence spécifiquement les neurones. Et ce que vous devriez voir assez rapidement, même si la qualité graphique n'est pas parfaite, c'est qu'en fait, ces petits points noirs forment une forme, c'est ce qu'on appelle un noyau cérébral, c'est une structure, un groupe de cellules. Et ce noyau, il est plus gros chez les mâles que chez les femelles. C'est une région qu'on appelle le SDNPEA, pour le noyau sexuellement dimorphique, ça veut dire qu'il est différent entre mâles et femelles, de l'aire préoptique, POA, aire préoptique. Et vous voyez, de façon intéressante, si vous traitez des jeunes femelles avec la testostérone le premier jour de vie, vous les laissez grandir, vous regardez leur cerveau à l'âge adulte, eh bien, elles ont un SDNPOA qui est de la même taille que celui des mâles. Et vous voyez ça, ceci est représenté ici graphiquement. Vous voyez les mâles normaux, les femelles normales, les femelles traitées avec la testostérone. Et vous voyez que des mâles qui ont été castrés le premier jour de vie, eh bien, ils ont un nombre de neurones qui est réduit et qui est, on pourrait dire, féminisé. D'accord? Alors, au niveau de la connectivité, ce que vous voyez ici, c'est un neurone. Vous savez, les neurones, ils sont composés d'un corps cellulaire, de dendrites, d'un axone. Et sur les dendrites, il y a ce qu'on appelle les épines dendritiques. Vous voyez ces espèces de petits bourgeons que vous voyez ici. Et bien, tous ces épines dendritiques, ce sont essentiellement les endroits où c'est ce qui va former les synapses, ce sont les endroits où il y a communication entre un neurone présynaptique et un neurone postsynaptique. Donc, ce sont là où c'est les endroits où les neurones communiquent. Et de façon intéressante, dans cette aire préoptique dont on vient de parler, eh bien, des chercheurs ont trouvé qu'il y avait plus d'épines dendritiques sur les dendrites des mâles, vous le voyez ici représenté, vous voyez une photo illustrative, que chez les femelles. Et donc vous voyez aussi, si on a compté, si vous vous demandez ce que les chercheurs font dans les laboratoires, eh bien ils comptent des épines dendritiques au microscope. Il faut avoir de la patience. Vous voyez que les femelles en ont moins. Et si vous traitez ces femelles le premier jour de vie, eh bien vous voyez que
ces femelles montrent des nombres de dépiles dendritiques similaires à ceux des mâles. D'accord? Et donc ça, c'est de la connectivité. Parce que, en gros, les neurones de l'aire préoptique des mâles, non seulement ils sont plus nombreux, mais en fait, ils ont plus de synapses. Donc, en fait, ils peuvent communiquer mieux. D'accord? Et on sait qu'ils envoient aussi, certains de ces neurones, des projections qui sont plus denses. En fait, il y a plus de neurones, il y a plus de connexions vers certaines régions. Donc, et cette région-là, pour information, est impliquée dans l'expression, dans le contrôle du comportement sexuel mâle. Donc, ce n'est pas si surprenant. Et alors maintenant, je vais un petit peu vous troubler. On a fait cette découverte, on était très très fort de cette idée, toutes les différences sexuelles comportementales et dans le cerveau, ça vient des hormones. Et puis un jour, dans un laboratoire, il s'est passé un truc assez bizarre. Donc ce que vous voyez ici, c'est un oiseau, un diamant mandarin. Vous voyez ici un mâle, vous voyez, on le reconnaît très facilement, il a sa joue rouge. Et vous voyez ici une femelle. Vous voyez, il n'y a pas de joue rouge et il n'y a pas de plumage gibré sur la poitrine. Et puis vous avez cet animal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quelque chose. Il y a les deux. C'est un peu comme si je suis un gars, hop, c'est lui, c'est le même. Il a un côté gauche qui est femelle et il a un côté droit qui est mâle. Alors on est intéressé par son comportement. Il montre un comportement chant. Chez cette espèce-là, seul le mâle chante. D'accord? Est-ce que vous voyez ici? C'est un chant. Donc il produit un chant tout à fait normal de mâle. Et ce chant-là, on sait qu'il dépend des hormones. Et les hormones, elles ne choisissent pas d'aller d'un côté ou de l'autre. D'accord? Les hormones, elles circulent dans le sang, elles vont partout. Donc du coup, on s'est posé la question, mais alors comment c'est possible? Et son cerveau est à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, on s'est rendu compte que du côté gauche, le côté femelle, il avait un tractus génital femelle, avec des ovaires qui ne fonctionnaient pas vraiment, mais qui étaient quand même là. Et du côté droit, il avait un tractus génital mâle, avec des testicules qui fonctionnaient, avec un testicule qui ne fonctionnait pas vraiment. Et on a regardé dans son cerveau. Et alors là, on a vu un truc de dingue. Est-ce que vous voyez? Alors, évidemment, pour compliquer l'aventure, chez les oiseaux, les chromosomes sexuels, ce n'est pas XY, c'est ZW. Et pour compliquer encore un peu plus, la femelle est ZZ. Désolée, c'est comme ça. Donc, vous retenez? Donc, le mâle, c'est... non, le mâle, c'est ZZ, pardon. On a regardé du côté... On a regardé des gènes qui sont spécifiquement exprimés sur le Z ou sur le W. D'accord? Et donc, si le cerveau, comme le plumage, montre une ségrégation gauche-droite, nous devrions voir du W uniquement du côté femelle. D'accord? Uniquement du côté gauche. Et vous voyez, ce que vous voyez en foncé, c'est l'expression de ce gène qui est exprimé sur le W. Et donc, vous voyez que cet animal a la moitié de son cerveau qui est ZW et l'autre moitié du cerveau qui est ZZ. Et donc vous voyez d'ailleurs, vous pouvez remarquer ici, il n'y a qu'un seul Z, c'est plus clair que du côté où il y a deux Z. Ça va? Donc en fait, on s'est rendu compte, ok, les hormones jouent un rôle important, mais le cerveau est aussi contrôlé par des gènes qui sont potentiellement différents, complètement différents entre mâles et femelles. Et donc on a revu un petit peu notre copie, et donc on a vu que le sexe génétique dépendait effectivement des effets gonadiques, des effets organisationnels, l'action pendant une période critique, des effets permanents, des effets activationnels à l'âge adulte, des effets qui sont labiles, qui dépendent de la présence de l'hormone au moment où on étudie la réponse. Mais il y a des effets qui sont aussi non gonadiques, qui dépendent de l'expression différente de gènes sur les chromosomes sexuels. Ça va? Chacune de vos cellules, elle a un sexe. Ça va? Toutes. Et donc ceci est vrai pour le cerveau, mais c'est aussi vrai pour les autres aspects de votre physiologie. Donc tous les organes répondent aux mêmes règles. Alors on va aborder la toute dernière question. Et maintenant on va aborder ce qui se passe chez l'homme. D'accord?
Alors, la plus grande différence entre hommes et femmes, à votre avis, et on parle du comportement, c'est le sens de l'orientation, c'est l'agressivité, l'orientation sexuelle ou les choix vestimentaires? Ah! Alors, vous avez une bien pauvre image de vous-même, messieurs ou mesdames, enfin, une bien pauvre image d'eux. Je remercie ceux qui n'ont pas critiqué trop le sens de l'orientation des femmes. Euh, mais en fait, la meilleure réponse, c'était l'orientation sexuelle. Et en fait, la vraie meilleure réponse que je n'ai pas montrée ici, c'est l'identité sexuelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un graphique qui représente, en utilisant un score global, ce qu'on appelle les tailles de l'effet, c'est-à-dire la taille d'une différence pour différents types de mesures. Alors évidemment, ces mesures sont extrêmement différentes et je ne peux pas entrer dans les détails de comment on peut comparer ces différentes mesures entre elles, mais on a une façon très objective de le faire. Si vous êtes intéressé, on peut en discuter par après. Euh, Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la toute première question que je vous ai posée, vous avez tous, enfin en grande majorité, vous avez répondu que les plus grandes, que pour vous, à vos yeux, la plus grande différence concernait la morphologie et la taille, je pense. Et en fait, quand on considère les choses globalement, vous n'avez pas tout à fait tort. C'est un très bon marqueur, c'est un très bon indicateur. Et vous voyez qu'ici, en utilisant cette mesure, on lui donne un score de 2. Et c'est ce qu'on considère généralement comme un effet d'une amplitude importante. Ça va? Et donc, si on considère maintenant un certain nombre de tâches cognitives ou de comportements, vous verrez qu'un certain nombre, tout ce qui constitue la cognition est plus faible que ça. D'accord? Et vous voyez, par exemple, on a parlé tout à l'heure des tests de rotation tridimensionnelle. On a un effet de 1, ce qui, en psychologie, est considéré comme un effet qui est quand même non négligeable. Mais vous voyez que, par exemple, les problèmes mathématiques, les concepts mathématiques, il y a des différences, certes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau statistique, si on a un grand échantillon, on arrive à montrer qu'il y a une différence entre les garçons et les filles, entre les hommes et les femmes, mais ce sont des différences qui sont de très petite amplitude. Ça veut dire qu'il y a un très grand chevauchement et qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui ont des valeurs, qui réussissent ces scores avec une valeur supérieure à celle des hommes, par exemple. Et donc, ça veut dire, mesdemoiselles qui sont dans la salle ici, il est hors de question de penser que vous êtes moins bonne en maths que les garçons et que vous ne pouvez pas aller en ingénieur. Ça va? C'est absolument faux, d'accord? Il y a des différences statistiques, mais elles sont minimes. Ça va? Au niveau de la capacité verbale et de la quantité de vocabulaire à disposition, en général, les filles sont légèrement meilleures, mais de nouveau, c'est un effet minime. Si maintenant on regarde l'agression physique, vous voyez, oui, elle est là, mais c'est un effet qui est c'est quand même un effet qui est faible. D'accord? Les choix de jeu et les choix de jouets préférés, le type de jeu enfantin, c'est-à-dire l'agressivité montrée chez les enfants, ça c'est un effet qui est assez important. Mais vous voyez que l'effet le plus grand, c'est l'orientation sexuelle. L'orientation sexuelle, c'est quoi? C'est l'attrait pour un partenaire du même sexe ou du sexe opposé. Et la grande majorité d'entre nous, alors ça dépend, en fonction des études, les pourcentages varient, mais on va dire, pour se mettre d'accord, environ 5%, ça varie un peu au-dessus, un peu en dessous. Il y a seulement 5% de la population qui décide de choisir une orientation sexuelle qui n'est pas dirigée vers un partenaire du sexe opposé. La grande majorité d'entre nous choisissons un partenaire du sexe opposé. Ça va? Et la différence la plus importante, en fait, c'est l'identité sexuelle. Ah non, attendez, parce que il y a des choses que je n'ai pas expliquées. C'est que la grande majorité d'entre nous choisissons un partenaire de sexe opposé.
Et c'est différent entre hommes et femmes, parce que les femmes préfèrent les hommes et les hommes préfèrent les femmes. D'accord? Et ça, c'est une différence sexuelle énorme. En termes d'identité sexuelle, la grande majorité d'entre nous sommes tout à fait à l'aise avec le sexe de notre corps et dans notre tête, on est en accord avec notre sexe morphologique. D'accord? Il y a une personne sur 20 000 ou sur 100 000 en fonction des études qui sent un désaccord. Et donc ça, si je devais le mettre sur ce graphique-ci et qu'on le mesure en taille d'effet, en amplitude de taille d'effet, eh bien, vous auriez le double de ce qu'on voit pour l'orientation sexuelle facilement. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça et au rôle des hormones dans la détermination de cette orientation sexuelle, puisque c'est un des effets les plus grands, donc c'est donc un des effets pour lequel on peut avoir une chance de trouver des explications. Alors évidemment, chez l'être humain, on ne peut pas faire de manipulation, pour des raisons éthiques évidentes, mais il y a un certain nombre d'informations qu'on peut obtenir, notamment en observant ce qui se passe chez des gens qui souffrent de certaines pathologies. Et donc ici, normalement, si on pouvait vraiment communiquer, je vous demanderais de me dire ce que vous voyez, et normalement, vous allez me répondre que vous voyez un groupe de femmes. Vous avez raison, ce sont des femmes, sauf qu'en réalité, ces femmes, elles sont XY. Elles souffrent de ce qu'on appelle, en fait elles ne souffrent pas du tout, mais elles ont ce syndrome qu'on appelle d'insensibilité complète aux androgènes. C'est-à-dire que le récepteur aux estrogènes, vous aviez vu juste avant avec le docteur Parent cette interaction hormone-récepteur, eh bien le récepteur aux estrogènes, aux hormones mâles, aux androgènes. C'est-à-dire que pendant la différenciation sexuelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien ces personnes sont exposées à la testostérone, exactement comme les hommes normaux, mais le récepteur est complètement aveugle et ne voit rien. Ça va? Et donc, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, toute leur morphologie va se développer comme si l'organisme ne voyait pas d'hormones. Et donc, il va prendre la forme par défaut, c'est-à-dire la forme féminine. Et donc, la question qui nous occupe, c'est de savoir leur comportement et leur orientation sexuelle, quelle est-elle? Eh bien, il n'y a rien à discuter. En fait, ce sont des femmes. Et elles ont une orientation sexuelle qui est complètement en accord avec leur morphologie, mais pas avec leur sexe génétique. Ça va? Et ça, c'est déjà une indication que vraisemblablement les hormones jouent un rôle. Alors, il y a d'autres personnes qui souffrent de ce qu'on appelle l'hyperplasie congénitale des glandes surrénales. On verra par la suite, on utilise l'abréviation de CAH. Et dans cette pathologie, ce qui se passe notamment, c'est que les patients sont exposés à des taux d'androgènes très supérieurs à la moyenne. Et pour les hommes, ça ne pose aucun problème puisqu'ils sont déjà exposés aux androgènes pendant le développement. Mais chez les femmes, elles voient des androgènes à des moments où normalement elles n'en voient pas. Et donc si on interroge ces femmes à l'âge adulte pour se poser la question de leur orientation sexuelle, et donc vous voyez ici, ce sont les résultats d'une étude qui avait été réalisée par Alfred Kinsey et qui lui avait obtenu dans son échantillon 10% d'orientation sexuelle homosexuelle dans son échantillon, dans une population normale. Donc là, il est vraiment sur le haut de la fourchette. Et dans cette étude sur les femmes souffrant d'hyperplasie congénitale des glandes surrénales, eh bien, vous voyez que à peu près, pas loin de 40% des femmes révèlent être homosexuelles, alors que 40 autres % se considèrent comme hétérosexuelles, et on a une proportion de femmes qui refusent de répondre. Il faut savoir que les personnes qui sont atteintes de ce syndrome montrent souvent, et c'est une des raisons pour lesquelles on se rend compte du problème, c'est qu'ils naissent avec des organes génitaux qui sont altérés, et donc avec un clitoris qui est hypertrophié et qui peut ressembler plus ou moins à un pénis. Donc vous pouvez imaginer que la vie sexuelle, c'est peut-être pas quelque chose qu'on aborde avec une grande sérénité chez ces personnes-là, et pour expliquer qu'ils refusent de répondre. Alors là, on a regardé le comportement, mais maintenant, on peut aussi se poser la question de savoir, est-ce que finalement, on a des moyens de savoir si les hétérosexuels ou les homosexuels
puisque c'est plus ou moins l'idée, seraient éventuellement exposés à des concentrations hormonales pendant le développement qui sont différentes. Alors ça, c'est évidemment très difficile de le savoir. On ne peut pas mesurer, techniquement, on peut mesurer des hormones pendant le développement, mais il faudrait suivre ces personnes et puis alors étudier, savoir s'ils sont homosexuels plus tard, etc. C'est extrêmement compliqué. Et vous allez voir, alors je vous demande de rester avec moi. Et à un moment donné, vous allez vouloir regarder vos mains, c'est normal, mais restez avec moi un moment pour que je vous explique. Alors, il y a ce qu'on appelle le rapport D2, D4. D2, c'est pour le doigt 2, votre index, et le D4, c'est votre annulaire. Ne regardez pas encore, vous ne savez pas ce que vous devez regarder. Et donc, certaines études ont montré, et je vais vous montrer les résultats, que chez les hommes et chez les femmes, ce rapport n'est pas le même. Attendez. Le rapport, regardez les barres blanches du côté pour la main droite, vous voyez que le rapport est plus élevé chez les sujets féminins que chez les sujets mâles. Ça va? Ça veut dire qu'en gros, le doigt, là vous allez pouvoir regarder, l'annulaire des garçons est en moyenne plus long que leur index. Enfin, que l'annulaire des garçons est plus long que celui des femmes. Et le rapport des deux est plus petit. Regardez. Ça va? Ok. Attendez maintenant. Attendez, parce que vous allez encore vouloir y retourner. Parce que pour le moment, il n'y a rien qui va vous embêter. Hein, c'est ce qui suit qui va vous tracasser. Ok. Alors, on a regardé que les barres blanches. Si maintenant on regarde les barres hachurées, donc ce sont ces gens qui souffrent d'une hyperplasie congénitale des glandes surrénales, donc qui sont exposés à des concentrations trop élevées d'androgènes pendant le développement. D'accord? Et ce que vous voyez, c'est que l'on soit une femme ou que l'on soit un homme, la mesure est diminuée. Et donc, ça, c'est un des arguments pour dire que ce rapport D2, D4, c'est un marqueur d'androgénisation, c'est-à-dire c'est un marqueur d'exposition aux androgènes pendant le développement. Ça va? Ça marche aussi chez les animaux. Alors maintenant, une étude où on a regardé chez les homosexuels et les hétérosexuels. Et donc vous voyez, on voit la même chose. Je suis désolée, c'est inversé. Chez les hommes, le rapport est plus petit que chez les femmes. Et là, vous voyez à quoi ça doit ressembler. Donc vous voyez, grosso modo, le doigt 4 est plus long que le doigt 2 chez les hommes par rapport aux femmes. Et chez les hommes homosexuels, eh bien, vous voyez que ce rapport est le même que chez les hommes hétérosexuels. Par contre, chez les femmes homosexuelles, vous voyez que ce rapport est intermédiaire. Ça va? Ce qui laisse penser que peut-être les femmes homosexuelles auraient été exposées... Ah oui, c'est le risque. Hein. Les femmes homosexuelles auraient été exposées à des niveaux d'androgènes supérieurs à la moyenne. Ça va? J'espère que vous n'êtes pas trop stressés, vous êtes cool. Alors on va parler d'un truc que vous ne pourrez pas vérifier. J'aurais peut-être dû mettre celui-ci d'abord. Alors, on reste dans la même idée. C'est essayer de savoir si on a été éventuellement exposé à des niveaux, si les hommes et les femmes sont exposés à des niveaux différents d'hormones pendant le développement, et si éventuellement ça peut avoir un impact sur notre orientation sexuelle. Alors, ce que vous voyez ici, on parle d'émissions auto-acoustiques. Qu'est-ce que c'est que ça? Des émissions auto-acoustiques. Donc en fait, nos oreilles, elles sont là pour écouter des sons. Et de façon surprenante, elles en émettent aussi. Et on peut enregistrer ces sons, donc c'est ce qui est montré ici. On peut mettre un petit émetteur avec un petit micro, donc on peut soit évoquer ces sons, c'est-à-dire on envoie un petit clic et l'oreille renvoie un son, ou bien simplement on mesure ces sons qui sont émis par l'oreille de façon spontanée. Ça va? Et donc ce qu'on voit, donc ce sont ces sons, et ça c'est très intéressant parce que les doigts de la main, on peut encore imaginer, oui, c'est affecté par notre activité physique, par notre travail, etc., si on est plus manuel, si on est moins manuel.
les émissions de notre oreille, a priori, jusqu'à aujourd'hui, vous ne saviez même pas que vous en aviez. Donc bon, eh bien, vous voyez que si vous regardez des femmes, donc les XX normales, les XY, les mâles, vous voyez, les hommes et les femmes n'ont pas le même nombre, n'émettent pas le même nombre d'émissions auto-acoustiques. Ça va? Et de façon très intéressante, si maintenant on considère les deux types de sujets dont on a déjà parlé, les deux types de patients dont on a déjà parlé, les femmes CAH, donc ces femmes qui souffrent d'hyperplasie congénitale des glandes surrénales, qui sécrètent trop d'androgènes, qui sont exposées donc à trop d'androgènes pendant le développement, eh bien vous voyez qu'elles montrent les mêmes niveaux, la même fréquence d'émissions auto-acoustiques que les hommes. Et par contre, les sujets, les femmes qui sont des femmes, enfin on les considère comme femmes, mais elles sont XY, qui souffrent d'une insensibilité complète des récepteurs, des insensibilités complètes aux androgènes, les CAIS, eh bien, elles montrent un profil intermédiaire entre les hommes et les femmes. Elles ne peuvent pas répondre aux androgènes, et vous voyez qu'elles montrent un profil plutôt féminin, enfin en tout cas intermédiaire. Ce qui de nouveau laisse penser que ces mesures-là peuvent nous donner une information sur le niveau d'androgène auquel on a été exposé. Des études similaires ont été faites chez les moutons et chez les primates et montrent des résultats tout à fait similaires. Et maintenant, que se passe-t-il si on interroge les gens sur leur orientation sexuelle? Eh bien, vous voyez que, à nouveau dans cette étude, les femmes ont une fréquence moyenne d'émissions acoustiques plus élevée que les hommes. Les hommes homosexuels ne montrent pas de différence par rapport aux hétérosexuels, mais par contre, les femmes homosexuelles, à nouveau, sont intermédiaires entre les hommes et les femmes. D'accord? Donc, de nouveau, ce qui laisse penser qu'éventuellement, les femmes homosexuelles, ou certaines d'entre elles en tout cas, auraient peut-être été exposées à des niveaux d'androgènes supérieurs à la moyenne. Et enfin, dernier exemple. Là, quand on va directement regarder dans le cerveau, donc ça forcément, ça se fait post-mortem, on a découvert dans le cerveau humain une région sexuellement dimorphique dans l'aire préoptique, donc qui est similaire à cette région dont je vous ai parlé tout à l'heure, le SDNPEA. Je vous ai montré qu'il était plus grand chez les mâles que chez les femelles. Et il était modifié, la taille était modifiée chez les femelles quand elles étaient exposées à la testostérone le premier jour de vie. Eh bien, on s'est rendu compte que dans le cerveau humain, il y a une région qui est similaire, qui est située au même endroit. Elle est beaucoup plus petite, mais elle montre une différence de taille également entre les hommes et les femmes. Et là, de façon intéressante, chez les hommes homosexuels, cette région a une taille similaire à la taille de cette région chez les femmes. Alors évidemment, de là à dire que le lien avec l'homosexualité est clair, c'est très très compliqué, on peut en discuter pendant des heures. Est-ce que c'est parce qu'on est homosexuel qu'on a réduit la taille de cette région comme un muscle, on ne l'utilise pas et donc du coup, elle ne sert pas, elle réduit? Ou bien est-ce que c'est effectivement un facteur déterminant, comme ça l'est vraisemblablement chez le rongeur? Alors, on n'a évidemment pas de réponse définitive par rapport à ça, et je ne voudrais vraiment pas que vous sortiez avec cette réponse définitive, mais ceci dit, on a quand même des résultats assez intéressants. Des résultats intéressants chez l'animal, en fait, la seule espèce chez qui on a pu montrer une incidence d'homosexualité réelle chez les animaux, c'est chez les moutons. Et donc, en fait, on a trouvé des populations de moutons qui, à l'état naturel, montrent un pourcentage de ce qu'on va appeler homosexualité, c'est-à-dire des béliers qui, quand on leur propose d'aller avec des brebis, ne sont pas du tout intéressés et préfèrent monter d'autres béliers. De façon intéressante, la fréquence d'homosexualité chez ces moutons, c'est environ 7%, donc c'est finalement pas très loin de ce qu'on voit chez l'homme. Et de façon intéressante, on s'est rendu compte, regardez ici, on est dans la même région du cerveau de nouveau, dans l'aire préoptique, et ils ont trouvé un SDN-POA chez le mouton. Vous voyez ici, chez un bélier hétérosexuel, vous voyez que ce SDN, il a l'air d'être plus gros que chez un mouton homosexuel. Et si on regarde maintenant ici, si on regarde ce qui se passe chez les femelles, vous voyez les brebis, vous voyez les béliers qu'on va appeler hétérosexuels et les béliers homosexuels qui montrent une taille intermédiaire. Évidemment, chez le mouton, on peut faire des expériences. Et si on traite les sujets avec de la testostérone pendant la gestation, eh bien, vous voyez que ça n'a pas d'impact sur la taille
de ce SDN chez le mâle, ça a un impact chez la femelle. Alors c'est troublant par rapport à ce que je vous ai montré précédemment. On ne comprend pas encore tout, mais ça montre que la testostérone peut influencer la taille d'une région chez une espèce qui montre une incidence naturelle d'homosexualité. Voilà. Alors, pour résumer ce que je vous ai montré, je vous ai juste montré une facette et des exemples qui posent la question du rôle des hormones sur l'orientation, sur le développement du cerveau. Mais donc, on a vu que les hormones organisent le cerveau et le comportement des animaux de façon irréversible quand ils sont exposés pendant le développement. On a vu que de nombreux mécanismes observés chez l'animal, et je ne vous ai pas montré tous les exemples que j'avais, ont été découverts chez l'homme. Et donc, on peut conclure que certaines différences sexuelles chez l'homme pourraient être dues à l'action de l'exposition précoce pendant le développement aux hormones. Évidemment, ça n'est vraisemblablement pas tout. L'espèce humaine est une espèce extrêmement complexe, extrêmement sociable, et donc il est tout à fait vraisemblable que certaines de ces différences pourraient être influencées et renforcées par l'environnement social. Voilà, je vous remercie. Si vous êtes intéressé par le sujet, il y a pas mal de références qui pourraient vous intéresser ici. Et puis je suis disponible aussi pour répondre à vos questions. Voilà, je vous remercie.